un grand metteur en scène étranger, et je discutais jusqu'à 2h ou 3h du matin avec Jean-Paul Roussillon. Là, à côté, on était, il y avait Michel Aumont, il y avait Jean-Paul Roussillon, il y avait Jean-Luc Boutet, on était là, on s'engueulait sur Molière. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, je me souviens à 2h du matin un jour que j'ai dit « Stop ». Je pense que, contrairement à Racine, Corneille, Shakespeare et tous les autres, ce type-là est complètement à part, parce qu'il est deux. Il y a celui qui écrit, Jean-Baptiste Poquelin, et il y a celui qui joue. Et le problème, c'est que celui qui écrit, qui a eu vraiment une éducation, avocat, tout, c'est pas le... On a toujours l'impression que les acteurs sont des crétins, enfin des soit un acteur quoi? Il y a des acteurs qui ont une culture énorme. Il y a beaucoup d'actrices qui ont commencé à être avocats, qui ont commencé à faire philo, qui ont commencé des médecines, etc. Il se trouve qu'il y a toujours cette mentalité que l'acteur est un imbécile, que c'est seulement de la mémoire. Et là, je me suis dit, et je revois encore avec Roussillon, j'ai dit, tu comprends, le gars qui écrit, Jean-Baptiste Poquelin, il écrit d'un naturel confondant. Ça n'a rien à voir avec tous les autres auteurs de théâtre. Il écrit ce qu'il entend dans la rue, il écrit comment on parle. Il commence par faire de la prose, et quand il fait des alexandrins, c'est de la prose. On croit que c'est des alexandrins parce qu'il vous avez écrit comme ça, mais c'est pas vrai. Tu dois couper le vers, t'arrêter ici. Et lui, il écrit. Et c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Lui, il écrit dans le livre, avec de l'encre, un personnage. Tu lis un bouquin de Sidon, il y a des personnages. Ne me dis pas que tu les vois, puisque tu lis des mots qui sont ancrés. Donc, ça s'appelle le personnage. Mais, quand l'acteur vient, qu'on lui donne le texte, dans tous les autres auteurs, à cette époque-là, avant la Révolution Molière, tu comprends le personnage, tu comprends le... Alors voilà, tu comprends, il est ça, il est ceci, alors tu comprends les rois, les empereurs, et ça veut dire que tu es ça sur scène. Et on te dit, mais non, mais toi tu n'étais pas le personnage. Mais non, tu n'es pas le personnage, mais lui il est le personnage. Bande d'imbéciles, ça n'a rien à voir. Le génie de Molière, c'est que tout d'un coup, quand il a eu son texte, il a dit, va te faire voir, j'en ai rien à foutre du personnage, je vais créer un rôle. C'est le secret absolu. Je vais créer un rôle. Et le rôle, il n'a rien à voir avec le personnage. La preuve, 1200 acteurs ont joué Hamlet, il n'y en a pas un qui l'a joué pareil. S'il fallait jouer le personnage, il le jouerait pareil. Or, qu'est-ce qu'ont fait ces acteurs? Ils ont interprété le rôle d'Hamlet. Donc ça veut dire que chacun a ramené le texte pour sortir de lui-même, contrairement à l'encre. Là, tu as du sang, là, tu as une émotion, là, tu vois quelque chose qui a lieu, là, comme ça, de dos, de face, de profil. C'est ça le rôle, là. Voilà. Et le travail de l'acteur, c'est pas d'avoir de la mémoire. N'importe qui a de la mémoire. Vous avez la mémoire de tout ce qui vous est arrivé dans la vie. Le travail de l'acteur, c'est... Parce qu'il y a un metteur en scène chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il n'est pas meilleur pianiste que le pianiste, hein. Ferme-la, Karajan. T'es pas le virtuose au piano, t'es pas le virtuose au violon. Non, mais toi, t'as la baguette. Et c'est quoi la baguette? Tu réécris pas la partition. Tu dis pas au pianiste comment il faut jouer. Non, tu fais quoi? Tu n'as qu'une seule responsabilité. Le rythme. C'est fini, c'est terminé. Le rythme. C'est pour ça que dans les partitions, des compositeurs, même quand ils se trompent, qu'on ne doit pas interpréter comme ça, il est marqué sforzando, pianissimo, andante, attaccio, etc. Le rythme. Or, ça veut dire que la différence entre la lecture, où il n'y a pas de rythme. Regarde les gens qui lisent un bouquin, ils font pas... Pas du tout. Ils sont là et c'est flof, 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 flof. Alors que l'acteur,
l'acteur, il prend le texte, et qu'est-ce que c'est son rythme? C'est tout d'un coup de se dire, faut le dire très vite, faut s'arrêter là, faut s'arrêter là, il faut qu'il y ait un regard ici, un regard. Et donc je regarde l'effet que ça fait sur l'autre à qui je parle. Non, 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 je ne regarde pas l'autre, mais c'est un regard où je cherche. Je viens de dire une connerie, qu'est-ce que je viens de dire? C'est voilà le travail de l'acteur. Et donc c'est un travail considérable. Considérable. Et ça fait 400 ans qu'on méprise le travail de l'acteur. 400 ans. Donc ça veut dire que le génie de ce type-là, c'est que quand il est monté sur scène, comme c'était lui le patron de la troupe, il le dit dans l'apprenti de Versailles. Il le dit. Arrêtez de jouer comme ça. J'en ai marre. Comme il était, eh bien, il a fait des silences. Ça n'existait pas au théâtre. Comment les professeurs de français, dans une école républicaine, où soi-disant on t'apprend tout, où soi-disant on t'éduque, comment des jeunes qui sortent avec le bac ne savent même pas qu'il y a des bougies et qu'il n'y a pas d'électricité au XVIIe siècle. Mais enfin, je sais pas où on est, quoi. C'est de la folie. Donc ça veut dire que comme les bougies ne durent que 20 minutes, chaque acte ne dure que 20 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a 5 actes dans Andromaque et chacun dure 20 minutes. Dans le Misanthrope, chacun dure 20 minutes. Tu essayes de jouer, tiens, le premier acte du Misanthrope en 20 minutes. Tu sais ce que c'est, le premier acte du Misanthrope en 20 minutes? Ça veut dire que ce type a révolutionné le théâtre, car au lieu de faire comme Racine et Corneille un texte qui dure 20 minutes, lui, il a fait un texte qui dure 12 minutes, et il y a 8 minutes de silence et de regard. C'est toute la différence. Pourquoi il dure 12 minutes son texte? Parce que tu dis tout d'un coup, tu dis très lentement. Ça n'existe pas chez Racine et Corneille. Versé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable mangeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède. Tout le temps. Alors que lui, comme il écrit le texte de la rue, et que ce texte n'a aucun relief, tu vas pas me dire que ça a du relief, laissez-moi je vous prie, cassez donc, allez vous cacher, mais on entend moins les gens sans se fâcher, on entend les gens sans se fâcher, ça n'a rien à voir avec la tragédie sublime de texte, c'est de la symphonie. Lui, il a fait du Georges Brassens, il a fait du Brel, il a fait du Ferré, il a fait du Ferrat, il a fait du Piaf, il a fait du Bécaud. Voilà ce que ce génie a fait. A-t-il fait du Chaplin? Il a fait du Chaplin, tu as raison de poser la question, tout simplement, merci, parce que en dehors du jeu vocal, des regards, des silences, il a amené quelque chose qui n'existait pas. Alors voilà, vous allez tout de suite comprendre, comme ça, vous allez vous en rappeler toute votre vie, voilà, vous voyez, moi je bouffe par là, pas par mes fesses, hein. Eh bien ce type, il a inventé les fesses, c'est-à-dire que tout d'un coup, même si je me mets là, vous allez regarder mes fesses. Or, il se trouve que ce gars-là, il a compris qu'on pouvait fixer son regard sur un endroit du corps et qu'au lieu de faire les gestes, la tragédie, le pour porter la voix, il a dit ça sont les fesses. Et ça, je veux qu'on le regarde et le visage, il va tout exprimer. Personne ne l'a fait avant lui. La révolution de Molière, c'est que ce visage que tu ne vois pas quand tu lis le texte, c'est le secret du comédien. Alors vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, mais moi je vous dis simplement que les plus grands comédiens qui vous font pleurer, qui vous font rire, qui vous bouleversent dans les plateformes, au cinéma, au théâtre, etc. C'est leur visage. Alors, vous savez quoi? Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un masque noir à tous les acteurs. C'est fini, on s'en va. J'en ai rien à foutre de l'entendre. J'ai qu'à l'entendre à la radio, je m'en fous. Ce que je veux, c'est le visage. Et le visage, ce Molière de génie, non seulement il a compris que c'était ça, pardon, c'est Corneille qui foudrage, non seulement il a compris que c'était ça le secret, mais en plus, c'est ça qui est absolument incroyable,
les oreilles, on a rien à foutre. Le nez, on a rien à foutre. On écoute, on respire. La bouche, elle peut toujours faire tout ce qu'on veut, on a rien à foutre. La seule chose qui compte, c'est le regard. Il a compris ça. Et comme il a compris ça, et c'est là où tout d'un coup, et c'est ce que j'essayais de faire comprendre dans ce bouquin-là, c'est que, exactement comme Chaplin, comme tu disais, Chaplin, c'est un acteur. Non, c'est pas Chaplin l'acteur, c'est la marionnette Charlot comme la marionnette Molière. Et tous les films qu'on va voir, on dit que c'est les films de Charlot. On est bien d'accord? Je vais voir le dernier film de Charlot. Le dernier film de Charlot, comme la marionnette James Bond. Je vais voir le dernier film de James Bond. Ah bah oui, excuse-moi, dis-moi quels sont les metteurs en scène, dis-moi rien à foutre. Alors donc, ça veut dire que le premier dans l'histoire du théâtre, il a inventé la marionnette. Et comme la marionnette Molière, comme la marionnette Charlot, elle a fasciné les gens. Parce que pendant que tout d'un coup, il y a une tirade dans l'école des femmes de Horace, lui, Arnolphe, il dit rien pendant 20-25 vers. Les gens ne regardent que son visage. Où tu vois toutes les émotions passer. T'as raison, je suis une ordure, j'ai enfermé la petite gosse. Mais non, elle est à moi, ça va, j'ai 42 ans, j'en ai à foutre. Non, au contraire, j'ai raison. Et d'ailleurs, tu vas voir, je vais plonger comme... Tout ça apparaît chez lui. Voilà la marionnette Molière, la marionnette Charlot. Et c'est le seul cas, mais le seul, hein, dans l'histoire du théâtre, où c'est la marionnette dont on dit c'est l'œuvre de Molière. Mais tu te fous de qui? C'est le Jean-Baptiste Coquelin. C'est pas Molière, c'est une marionnette. Il écrivait pas dans sa loge. Et quand il écrivait, c'était Jean-Baptiste Coquelin. Donc ça veut dire que son aura était tellement, si tu veux, évidente, que tout le monde a compris que c'est lui qui s'est emparé de cette œuvre et qu'il a inventé l'acteur. Personne ne s'est jamais emparé de l'œuvre de Racine, de Corneille. On ne redit pas que c'est le théâtre de Rachel ou que Beaumarchais c'est le théâtre de Jean-Pierre ou que le théâtre, pas du tout. Voilà pourquoi, depuis 400 ans, alors que Eduardo, Cyrano, Figaro, Phèdre, voilà, tu vas les compter sur le doigt de la main. Mais lui, ce type-là, il est encore plus fort que ses rôles. C'est inimaginable. Donc ça veut dire que depuis 400 ans, eh bien, l'Empire, la royauté et l'école républicaine, eh bien, ils n'ont pas supporté l'acteur à la fosse commune. C'est un renégat, chrétien ou pas chrétien, on le gêne, va te faire voir. Ou alors tu dois renier ton métier. Personne n'a dit ça au lycée. Non mais c'est quand même invraisemblable. Invraisemblable. En plus, il n'y a pas un acteur au Panthéon. Non, c'est un métier, Jouvet, Villard, Barreau, tous les gens qui dans le monde entier ont fait la célébrité de la France. Oh non, c'est pas un métier, ça fait un an, on va parler, attends. Alors, ils sont binaires. Pardon. Donc, le problème, quand on est dans un lycée et qu'on lit les personnages, et c'est pour ça qu'il y a à peu près 200 pages sur les personnages et toutes les pièces, j'en ai pas laissé un de côté, où je donne mon avis sur tous les personnages, sur les pièces, il y a 200 pages sur sa vie, la vérité sur sa vie, c'est insensé, et 200 pages sur, il y a Molière qui dirige les comédiens pour expliquer ce que je suis en train de vous dire. Mais le principal, c'est que, on va voir si vous êtes d'accord avec moi, je suis professeur de français. Alors écoutez, on va étudier le misanthrope. Alors voilà, là, vous comprenez le misanthrope, c'est tous les petits classiques, là. Les petits classiques par millions dans tous les lycées depuis nous, notre enfance, on a toujours eu des petits classiques, hein, des petits classiques. Alors voilà, alors on fait le misanthrope. Alors on est bien d'accord que Célimène est une coquette, c'est une coquette. Ah bon, ça va, mais c'est une coquette. Oui, elle fait des portraits, c'est une coquette. L'Arsinoe est sous le pot, l'Arsinoe sous le pot, elle est méchante, alors Alceste, non mais ça va, quoi, je veux dire ça va, demeure de leçon pendant tout le truc, allez casse-toi dans ton désert, enfin. Mais Philote, mais il est génial, ce bikini qu'il a, il est magnifique, il est formidable.
il dit mais à tout le monde, il est magnifique. Ton poème, Oronte, il est génial. Non, mais qu'est-ce que c'est bien, c'est formidable. Cette espèce de salaud, d'ordure, de lâche, de lèche-pote qui ment à tout le monde, qui traite tout le monde, l'école républicaine, l'école royaliste, l'école de l'Empire, a eu le culot de dire que c'était lui qu'il fallait suivre comme exemple. Mais tu es où, là? Tu es où? Donc ça veut dire, c'est quand même incroyable que pour une œuvre qui n'est pas l'Iliade et l'Odyssée, c'est pas l'Iliade et l'Odyssée, que pour une œuvre qui dure 1h30, on ait menti autant. Et c'est pour toutes les pièces pareilles. Ça veut dire que l'école des femmes, et ne me dites pas le contraire, l'école des femmes, on dit partout que c'est une ingénue. Elle est là, le petit chat est mort, bande d'imbéciles. C'est une fille qui a été... Écoutez bien, c'est la pièce, je suis désolé, j'ai joué sur un fouet. Alors voilà, elle a été kidnappée. Vous avez bien entendu, elle a été kidnappée et enfermée dans une maison en province. C'est fini, c'est terminé. On lui donne un valet, une servante et puis pas d'école, casse-toi. Tu restes là enfermé. Le mec, quand il la kidnappe, le mec il a 31 ans. 11 ans après, il revient. Il avait 6 ans, hein, il revient. Maintenant, cette fille-là, elle a 18 ans. Et il revient et il dit à la première scène de la pièce à son copain qu'il a 42 ans, lui, et que c'est pas un vieux barbon. Madame, il a marqué dans les petits classiques que c'est un vieux barbon, que c'est un vieux. Hein, 42 ans, c'est la première scène. Et il dit à son copain, j'ai eu la nana, elle est là, enfermée, surtout dis pas qui je suis. Il sait pas son nom. Quand il est là, il se fait appeler Monsieur de la Souche. C'est pas son prénom. Il habite pas là. Il vient là uniquement pour pouvoir la baiser. C'est sa guécha. Mais il n'y a pas d'autre mot. Il vient pas là pour discuter avec elle. Elle sait rien, elle connaît rien. Est-ce qu'elle connaît même l'alphabet? Où sont ses livres? Donc ça veut dire que ce type-là vient et il a le culot de dire à son copain, ben voilà, moi j'ai réussi et je peux dire celle-là, j'en ferai ce que je veux, puis je viens deux fois par mois, je fais le truc, etc. Et le génie de Molière, c'est que quand cette fille... Toutes les plus grandes héroïnes de Molière sont les héroïnes de la pièce et pas les hommes. Et toutes les plus grandes héroïnes de Molière apparaissent à l'acte 2. Comme un génie, il parle d'elle avant et on les voit arriver. Et on est scotché parce que c'est pas du tout ce qu'on dit. Alors elle, quand on la voit arriver, cette fille, ben on voit arriver la plus belle fille du monde. Mais c'est pas seulement la plus belle fille du monde. C'est qu'on va arriver une fille qui a une intelligence QI 3000, qui a tout compris de la vie, qui n'a pas eu besoin de lire cette pourriture de livres de cette époque-là, mais elle sait tout. Et c'est là le génie. C'est que les gens à votre place dans la salle, ils se sont dit, c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que quand on va pas à l'école, donc ça veut dire que quand on n'a pas les parents qui prennent au collège de Clermont, donc ça veut dire que quand on ne fait pas partie d'une famille, etc., on peut être quelqu'un comme ça, d'extraordinaire. Et ils ont le culot de retourner la pièce à l'envers. Mais c'est un massacre. Mais c'est un massacre. Voilà. Et donc ça fait 400 ans que je prétends que ce massacre existe, sur fait. Sur fait. Vous pouvez lire les bouquins, vous pouvez lire de tout. Et que je me bats. Et je ne me bats pas tout seul, hein. Il y a Jouvet, il y a Villard, il y a Dux, il y a Barrault, il y a tout le monde. Seulement, la différence, c'est Barrault. C'est que eux, ils n'avaient pas ça. Donc ça veut dire que moi, je peux dire sur ce truc-là tout ce que je veux, le monde entier peut lire. Je dis bien, hein, le monde entier, pas le Valois-Perret, ni Toulouse, le monde entier. Donc ça veut dire que Jouvet, Villard, Barrault et tous les autres, ils avaient ça. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas tout d'un coup une collection, des dictionnaires qui se vendent à 50 000 exemplaires, que les gens peuvent... Quand tu prends une entrée, tu regardes, ils n'avaient pas ça. S'ils avaient eu ça, et Jouvet a essayé, il a fait des livres, Écoute mon ami, etc. Et puis il part de... C'est des livres, les gens disent, c'est des livres pour les comédiens. Donc, si jamais, pourquoi il y a ce combat? Parce que dès l'instant où Molière n'entre pas au Panthéon, s'il entre au Panthéon, c'est tout le peuple qui va rentrer. Et je pèse mes mots, je dis bien c'est tout le peuple. Zola, Alexandre Dumas, Victor Hugo,
Je veux dire, et Picasso, tous ceux qui sont au Panthéon, est-ce que vous pensez une seule seconde que tout cela serait au Panthéon s'il n'y avait pas Isgala? Malheureusement, je vais vous contredire, parce que tu as vu le truc où je cite ce qu'ils disent, ce que disent tous ces gens-là de lui. Ils le considèrent comme un écrivain, pas comme un auteur dramatique, comme un écrivain. Il a écrit la vie. Et ils ont une admiration sans borne. C'était le plus grand de tous. Et quand tu lis ça... Et c'est pour ça qu'on dit la langue de Molière. On dit la langue de Molière. On dit la langue de Molière. Voilà. Et quand tu lis ça, alors je suis désolé, moi ça m'a tétanisé. C'est pour ça que je remercie Plomb pour les deux livres, parce que là, c'est l'acteur contre l'auteur qui se disent tout, et l'autre, c'est la vérité. C'est que Bossuet a craché et vomi sur Molière. Vauvenard a craché sur Molière. Théophile Gautier a dit mais pique-bande, mais lui, il se foutait de la gueule des concours. Ce qui est extraordinaire. La Tour Eiffel, vous pensez que c'est... Vous savez faire la Tour Eiffel? Non mais vous voulez rire. Non mais vous voulez rire. Ce sont deux architectes qui sont venus lui proposer le projet, il les a foutus à la porte et puis il a changé d'avis et il les a pris. Ça s'appelle la Tour Eiffel parce que c'est lui qui a permis la Tour Eiffel. Alors on peut lui être reconnaissant d'avoir tout mis en œuvre pour que cette... Mais on ne connaît même pas le nom des deux architectes. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que de la même façon, on voit une espèce de rejet et de peur de la religion, puisque, excusez-moi, c'était 50% de pouvoir politique, 50% de pouvoir religieux. Il y a des manifestations où on dit qu'il faut tuer l'imprimaire. Non, mais c'est écrit noir sur blanc, c'est pas dit. Donc, si aujourd'hui on arrive à bien comprendre que des gens qui sont biscornus, qui sont complètement paumés, peuvent devenir des héros de Molière et pas forcément celui qui vient la petite scène et tout, et ben, il deviendra comme une mariette. Et oui, vous avez parlé d'un mot qui est dans les dictionnaires, combat. Quel était justement le combat de Molière? L'acteur. L'acteur, vous dites que c'est le théâtre. C'était son seul et unique combat. Alors, le combat de Molière, baptisé, chrétien, marié, on l'a diffamé comme s'il avait épousé sa propre fille, à toutes les preuves de la tombe. C'est faux, c'est qui était le père d'Armand Desjardins. Le combat de Molière, tu vas encore dire, je vais vous le dire. Il a combattu toutes les femmes. Et ça s'arrête là. La révolution des femmes, c'est Molière. C'est la première fois dans une pièce de théâtre qu'une femme ose dire ce qu'elle pense, ose prendre tous les risques et réussit à convaincre. Ça n'existe pas chez Racine et Corneille, où les femmes, d'abord, ne sont que des amoureuses. Ah, Seigneur. Non, ça va. Et ce qu'a fait Molière pour les femmes, depuis 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, on essaye de continuer à le cacher. Si tu demandes quels sont les grands personnages de Molière, on va te dire tout de suite Don Juan, Alceste, Tartuffe, le bourgeois gentilhomme, et tout. On a de Don Juan, je l'ai mis en scène, j'ai eu 400 fois, avec des distributions absolument extraordinaires, donc j'ai eu la et en costume, et en moderne et tout. Dans Don Juan, on a Sganarelle. Quand j'ai joué Sganarelle, et c'est la vérité, j'ai joué Sganarelle, je l'ai mis en scène et je l'ai joué pour Jean-Louis, Fanny Ardant jouait Elvire, Jacques Weber jouait Don Juan, Jacques Piesser jouait Monsieur Dimanche, Isabelle Nanty, Christian Charmetan, etc. Bon, une distribution extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a dit, mais pourquoi il joue le rôle de Sganarelle? Mais pourquoi il ne joue pas Don Juan?
Mais il est trop beau pour jouer Sganarelle, c'est pas un valet, et je vous jure, c'est vrai. Donc on était dans les années 85, hein. Donc vous voyez un peu les carrés. Mais le donjon, Sganarelle vient et dit où est le tabac, bon, ah merde, alors il vient ton maître là, oui, ce salaud, il a déjà, là, il en vient encore d'en tuer un autre, il lui a piqué sa femme et tout, bah justement, elle va venir la femme. Quoi? Oui, elle va venir, elle va venir. Non, tu déconnes, non, elle va venir, elle est là, je te dis. Ah bon, bah, écoute, alors on va se marrer. À ce moment-là, il y a Don Juan qui vient. Et ce personnage de Don Juan, au lieu d'en faire une caricature, Mozart a pris Don Juan pour faire son chef. Donc, au lieu d'en faire une caricature, il vient dans le monde et de A à Z, son personnage subit tout ce qu'il dit, il a raison. Les femmes, je les aime. Oui, j'en change tout le temps. Enfin, c'est comme ça. Moi, je ne mens pas. Les gens tombent amoureux quand on va moi, je tue les mecs parce qu'ils m'emmerdent. Parce qu'ils me disent, tu voles ma femme, je les tue. Je dis, voilà, qu'est-ce qu'il y a, où est le problème? Où est le problème? Deux et deux sont quatre, puis voilà, puis la philosophie et tout, tu m'emmerdes avec des trucs de Dieu, de machin dans la foule. Il n'a qu'à venir, Dieu, pour on verra bien comment il fera. Et Elvire arrive, et le rôle, c'est fini, c'est la pièce. Elle vient et elle lui dit, écoute-moi bien, espèce de salaud, je t'aime. Mais non, je veux plus de toi, je t'aime, écoute-moi bien, le ciel te trahit, le ciel me vengera, espèce d'orgueil. Et elle fout le camp. À partir de là, la pièce est lancée. Et elle reviendra après le rôle sublime, hein, c'est toutes les comédiennes qui jouaient le rire, c'est inoubliable. Elle revient après Catriana en lui disant, elle est presque nue, et en lui disant, elle est maintenant religieuse et tout, je t'en supplie, arrête. Le ciel me parle, je t'en supplie, tu vas mourir, tu es complètement cinglé. Le rôle est sublime. Tartuffe, Elmire, le rôle est sublime, c'est elle qui monte la pièce. S'il n'y a pas Elmire, il n'y a pas de pièce. Borgon est un connard qui n'a pas de couilles, et oui, et Tartuffe qu'on a, et ben, elle y résiste. C'est extraordinaire. Cette pièce est sublime, ce rôle est sublime. C'est une sorte de Cyrano, Elmire. Voilà, toutes les pièces. Agnès, je peux parler, quand Arsène et Sylvain relisait le Misanthrope, c'est ce que j'explique là-dedans. Alceste dit, il faut absolument que je vous dise ça. Alceste dit, c'est la plus grande pièce de tout le répertoire français. Alceste est avec Philin, c'est ordure. Foutez le camp, ça va. Vous êtes une ordure, vous êtes un hypocrite. Casse-toi, tu vas te casser, hein. Ça va. Oui, c'est ça, je veux me fâcher, fous le camp. Ça va. Tu veux savoir? Non, je vais te dire ce que t'es une merde. Et je vais te dire pourquoi. Moi, je veux que les gens ils soient vrais, moi, je veux que les gens soient... Allez, casse-toi. À ce moment-là, il y a Oronte qui arrive. Le mec est riche ici, il est là, il vient, il veut se taper ses humaines, il veut la prendre, etc. et tout. Il ne savait pas qu'il y avait Philin et... Ah bon, mais vous savez pas, le professeur, c'est un comme ça. Eh bien, je te le dis, il ne savait pas qu'il y avait Philin et Alceste. C'est qu'il vraiment... Alors tout d'un coup, il est là, et puis il commence à montrer son sonnet, commence à ravaler, puis ça s'engueule et tout. Elle arrive, c'est... À partir du moment où elle est là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que toute la pièce ne tourne plus qu'autour d'elle-même, que tout le monde est sur elle, que tout le monde la veut, et que tout d'un coup arrive Arsinoé, qui a tout simplement 20 ans de plus. Et le génie de Molière, personne n'a jamais écrit ça. Alceste se casse, évidemment. Ils sont là toutes les deux. Et là, il y a la plus grande scène de femme du théâtre français. C'est-à-dire une femme qui dit oui, j'ai vieilli, mais je vis. Tu vois? Et l'autre qui dit oui, je suis rien. C'est moi qui vis. C'est moi qui vis parce que moi, je fais pas semblant d'aimer. Toi, tu veux aimer parce que tu es âgé et que tu veux encore vivre et que tu crois que aimer, c'est vivre. C'est pas forcément. Aimer, c'est pas vivre. C'est une scène à pleurer. À chaque fois qu'on a monté le Misanthrope, l'actrice qui joue Arsinoé, la preuve de Daniel Lebrun dans le film, c'est lui-même avec moi, récompense Molière, meilleure actrice, machin. C'est-à-dire que tu as tout d'un coup sur scène la victoire de Molière et le combat de Molière, et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi il s'est adressé aux femmes? Personne ne l'a dit à l'école. Et justement, est-ce que chez Molière, tout est imprévisible? Eduardo, il a 9 ans.
C'est un petit bourgeois. Son père qu'il aille au collège de Clermont, qui devient avocat, et sa mère meurt à 9 ans. Qui c'est qui vous a dit qu'il était orphelin? Qui c'est qui vous a fait comprendre que parce qu'il avait perdu sa mère, le regard qu'il a sur les femmes est totalement différent? C'est pas une séductrice qui veut. C'est pas une femme qui cherche. Il cherche quelqu'un qui se révolte contre la mort, qui se révolte contre la justice, qui se révolte contre la trahison, qui se révolte contre la déloyauté. Toute sa vie, il a percuté sa mère telle qu'il aurait voulu que soit sa mère à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 40 ans. Ce qu'a fait Molière, et c'est pour ça que ces pièces, même si c'est des comédies, ce sont des comédies à l'italienne, c'est pas drôle du tout. C'est pas vrai. Vous ne riez pas comme chez Feydeau ou chez Tartampion, c'est baratin. Vous êtes ébloui, complètement ébloui par l'émotion qui se dégage. Et ce qu'il a réussi extraordinairement, c'est qu'il n'y a pas une femme dans ces pièces, une héroïne, qui trahit ce qu'elle pense. Il n'y a pas un homme qui ne le trahit pas. Parce que Alceste, dont on peut se dire c'est le seul qui ne se trahit pas, c'est pas vrai. Alceste, c'est un héros. Moi je suis fan, je veux absolument un mec comme Alceste, un mec qui dit la vérité, ça va, les pédicures, les menteurs et tout. Mais non, c'est vrai, c'est formidable. C'est Gary Cooper, Grégory Peck, Ryan Gosling, formidable. Vraiment formidable. Sauf que le mec, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'à la fin de la pièce, quand elle lui dit on se marie, mais je peux pas partir, quoi. Je peux pas aller dans un désert, m'enfermer et tout. C'est pas elle qui fuit. Quand on aime quelqu'un, monsieur, même si la personne est morte, même si on s'est séparés, monsieur, on l'emporte avec soi. Moi, je vois la peine d'aller dans ta vie faire autre chose, tu l'emportes avec toi. Tu l'emportes avec toi. T'as un chien, il est mort, tu l'emportes avec toi. Il te quitte jamais jusqu'au bout. Donc, quand Alceste, qui est hyper intelligent, quand il la voit lui dire « Je veux vivre, je veux vivre », qui est-ce qui fuit? C'est lui. Il se supporte plus, lui, dans ce monde de merde, dans ce monde de menteurs, d'hypocrites, de traîtres. Il ne se supporte plus. C'est ce monde-là qui fuit. Parce qu'il ne s'aime pas dans ce monde-là. Donc il s'en va. C'est lui qui fuit. Et il sera très heureux avec elle sans elle. Il machinera sur son portable, il appellera, il regardera ses photos, il dira ça fait 3 jours que je pense plus à toi. Non mais c'est pas vrai, j'arrête pas. Donc voilà, il sera très heureux. Et elle, au bout de 3-4 ans de regarder des plateformes de 11h jusqu'à 2h du matin, d'aller dans Troncalville, Venise, l'Europe de New York, etc. Et bon, un jour, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, un jour, elle descendra de l'avion, elle sera là, puis elle appuiera la porte, et voilà, elle fera toc toc toc, et le mec il ouvrira, et ils se regarderont, et lui dira simplement t'as pas froid? Non, non, ça va, et ils refermeront la porte. Et c'est magnifique. Magnifique. Et la dernière chose que je veux dire par rapport à Molière, c'est que moi j'ai 73 ans, je parais 52, c'est absolument incroyable. Et donc, le mec de 73 ans, j'ai appris une seule chose, j'ai pas arrêté de péter la gueule avec les femmes, toutes les étoiles. Mais j'ai appris une chose, c'est que, en fait, c'est comme si tu avais une petite bougie à l'intérieur. Et tant que la petite bougie, elle s'éteint pas, ben, ça mérite de vivre. T'es quand même heureux. Même si tu es malheureux, la petite bougie, elle s'éteint pas. Ça peut être tes enfants, vraiment ça peut être ton chien, ça peut être ton métier, ça peut être ce que tu veux. Quand la petite bougie est éteinte, et c'est ça qui est magnifique, c'est d'avoir la chance quand on a 20 ans, et c'est pour ça que je trouve que cet auteur, quand tu rentres dedans,
il y a forcément un moment ta bougie qui s'allume sur quelque chose. Forcément. Je sais pas. C'est 3 phrases, c'est un rôle, c'est... Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui s'allume en toi grâce à ce type-là et ça reste allumé toute ta vie. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment formidable de faire travailler Molière aux jeunes entre 15 ans et 20 ans, parce qu'il y a 5 ans, et c'est le moment où voilà, tu te cherches, tu oses des trucs pour voir commencer, je vais tester, mais si tu as une petite bougie qui s'allume, ce mec il pourra sauver la vie. Tu crois une seule seconde qu'il y a une bougie qui s'allume avec Racine et Corneille. Vous pouvez l'applaudir. En fait, c'est comme ça qu'on passe du naturel à la vérité. Alors le naturel, c'est comme pour un pianiste, c'est quand tu sens que l'émotion qui se dégage de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait le remplit. Si c'est simplement quelqu'un qui est vide et qui joue, ça passe pas. Et pour un acteur, c'est pareil. Et tu le sens tout de suite. Tout de suite, tu le sens. C'est vraiment une question de rythme. C'est vraiment une question de... Quand Jouvet parlait, il avait raison, de respiration, c'est vrai. Un texte se respire, mais à ta façon, à toi. Et c'est un beau métier. Et c'est pour ça que le théâtre ne mourra pas. Parce que le problème de la confession, c'est le secret de la confession. Le secret de la confession, oui ou non, c'est le grand thème aujourd'hui. Mais pour l'acteur, c'est pas le secret de la confession, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'acteur se doit de confesser ce qu'il ressent et pas ce qu'il pense. Et les mauvais metteurs en scène, ce sont ceux qui te disent « alors je vais te dire ce qu'il pense ». Tu vois, alors là, le personnage, il pense que c'est insupportable. C'est pas du tout ça. Tu dois confesser comme un animal ce que tu ressens. C'est ça d'apprendre le métier de comédien. C'est que tout d'un coup, tu répètes la scène 1 fois, 2 fois, 10 fois, et tout d'un coup, ça sort de toi. Et tu dois le refaire tous les soirs. Donc, c'est pas un métier intellectuel, c'est un métier physique. C'est du sport d'âme. Sauf qu'au lieu de jouer avec les jambes ou avec les mains, on joue avec son âme. Mais on fait exactement comme son âme l'acquisition de réflexes. De réflexes. Et c'est pour ça, par exemple, que Robert Rich, qui a été le plus grand interprète de Molière, on avait l'impression que c'était Molière sur scène, il arrêtait le temps, comme Chaplin, il suspendait l'émotion. C'est que Hirsch, quand je l'ai mis en scène dans Le Misanthrope, où il a eu 2 Molières pour un seul rôle, il ne supportait pas que tout d'un coup je sois à 3 cm de plus près que lui. Il ne supportait pas que tout d'un coup je sois un peu en retrait, ou que ma main fait un geste qui n'était pas ce que je faisais la veille. Au point de vue de l'émotion, il supportait tout. Je pouvais tout d'un coup, dans un cesse, hurler plus que la veille, me précipiter plus sur des passages, ou prendre des temps d'une plombe. Ça ne le gênait pas. Mais si jamais visuellement j'étais pas là où je devais être, je rentrais dans son émotion et ça le gênait. Tu sais, répétez pas ce que je vais vous dire. Parce que moi je dis la vérité, vous êtes tous des menteurs. Moi j'ai jamais supporté quelqu'un en face de moi en train de manger. Ça me gêne le bruit. Ça me gêne. C'est pas que je lui en veux, c'est pas que je trouve ça dégoûtant, c'est que ça me déconcentre. Je sais pas comment vous expliquer. Je ne pense qu'à ça. Je vois la personne, et la pauvre, je te jure que je lui en veux pas, mais ça me gêne. Je peux pas. Et ben, parce que, et c'est pour ça que je mange à toute vitesse, pour en finir.
comme ça, après, ça ne me gêne pas du tout. Eh bien, je pense que c'est la même chose aussi pour un musicien, où tout d'un coup, tu as des musiciens, oh là là, le moindre truc de bruit de machin, c'est fini, hein. Ils ne peuvent plus. C'est une confession d'âme, vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs, Eduardo, que les pièces où tu as un chien sur scène dans le spectacle, c'est même pas la peine de la jouer, on regarde que lui. Parce qu'il est toujours en confession d'âme. Il est toujours vrai. Voilà. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire le métier. Et donc ça veut dire que la pire bêtise qu'on ait jamais dit aux comédiens, c'est de les appeler des cabots, alors que justement, plus tu es un cabot, et plus c'est parfait. Il y a une très belle phrase que vous dites dans le livre, les personnages de Molière ne parlent pas pour ne rien dire, mais souvent, ils parlent pour dire rien. Oui, bravo. C'est là où il est exceptionnel, c'est que tout d'un coup, tu as 2-3 phrases, et puis tu dis, quoi, bon, alors, ça avance à quoi? Mais ça avance à quoi, là? On va où, là? Et c'est exactement comme ça qu'il a inventé le comique. Dans les scènes, par exemple, de Zerbinette et de Géronte, à la fin des Faubourg Scapin, c'est complètement ça avance à quoi? T'as fini de rigoler, idiote? Ça va, je suis son père, mais si, c'est à moi que tu parles. Et ça dure une plombe. Et c'est ça aussi qui est remarquable chez lui. Tu sais, quand on prend des photos, nous ça fait 40 ans, hein, tu as remarqué que des fois c'est flou? Ah oui, ça peut être flou, t'as bougé, t'as mâché, etc. Eh bien c'est exactement ce que Molière a fait. Il y a des passages entiers dans ces pièces qui doivent être flous. Mais toujours artistique. Toujours artistique, c'est-à-dire toujours hameçonné. C'est magnifique à jouer, c'est magnifique à suivre et c'est insupportable quand tout d'un coup les comédiens jouent comme si tu n'étais pas là. Or c'est un théâtre qui se joue pour vous. Est-ce qu'on interprète Molière ou pas? Si on l'interprète, de quelle manière? À chaque fois qu'on joue Molière sur une scène, moi c'est toujours le sentiment que j'ai eu, on a l'impression que c'est lui qui joue à ta place. C'est très curieux. C'est comme justement avec un photographe qui est avec un mannequin à moitié nu et qui lui dit fais ça, couche-toi, mets ta lame, relève la tête, refais. On a l'impression que ce type-là est sur scène et te dirige. Je t'assure qu'il y a des moments où tu as des tirades de Molière, comme Don Juan justement, et tu as l'impression qu'il faut aller plus vite tout d'un coup. Ou arrête, tu t'emballes trop. Tu as vraiment l'impression de sa présence. Ça va peut-être vous sidérer ce que je vais vous dire, mais pour moi, le plus grand acteur du monde dans Molière, c'est Marlon Brando. C'est Marlon Brando. Parce qu'il a tout ramené à lui. Et tu peux avoir 2-3 autres acteurs dans le cadre de l'écran, tu regardes que Brando. Parce que, contrairement justement aux autres auteurs, ils ne se regardent pas. C'est insupportable d'avoir un mec qui te regarde comme ça. Il ne bouge pas le regard. Vas-y, il dit, alors que tu sais plus ce que tu dis, tu paniques, tu peux pas. Alors que quand vous regardez justement la tragédie, vous voyez que la plupart des acteurs ne se regardent pas. Et la preuve, c'est que la tragédie au XVIIe, ils avaient la perruque là, ils étaient habillés en costume du XVIIe, même s'ils jouaient des Romains. Non mais sérieusement, costume Louis XIII avec la perruque, donc celui qui est derrière, il voit que la nuque. Alors ne me dis pas que les deux acteurs jouaient ensemble. Il n'y avait aucun échange, aucun partage. Et tu avais donc l'acteur qui effectivement jouait tout seul. Voilà. Dans cet aveu, dépouillé. Il ne s'en perdait pas. Et ça se sent dans le texte.
qu'ils ne s'en regardent pas. Parce que s'ils se regardaient, tu mets des plombes de tyran comme ça, toi. Non mais t'es où là? Mais et je tenais à dire que dans ce livre, on apprend énormément de choses. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Et Molière était un très bon critique de ses propres pièces. Il se faisait des critiques tout à fait élogieuses, d'ailleurs. Je crois qu'on a toujours dit que Molière avait mal fini ses pièces. Et en fait, je crois qu'il n'a pas voulu les finir. C'est tout à fait ce qu'on ressent dans certains films italiens. Autant dans les films américains, ça finit vraiment, autant dans les... et toujours bien, hein, jusqu'à un certain point, des années 90, autant dans les films français, alors la fin, on la ressent à 10 minutes avant, on sait que ça va être la fin, autant dans les films italiens, c'est fini, tu te dis ah bon, et c'est comme ça Molière. Et ça, il le tient de Scaramouche et des acteurs italiens. C'est-à-dire, c'est presque une excuse. Excuse-moi d'avoir retenu ton attention pendant une heure et demie. Tu peux y aller, vas-y, j'ai fini. Et ça, je trouve que c'est une marque d'élégance que Tchekhov a fait aussi dans ses pièces. Donc, vous savez, si vous avez des questions, vous, on a 10 minutes encore pour ce moment. Sont tout à fait des minutes. Je peux continuer parce que ça passe pas pour eux. Bonjour. Bonjour Eduardo, c'est ça? Et bonjour Francis. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci d'être là. Voilà, je voulais vous parler de Hamlet. Qu'est-ce que vous pensez de Hamlet? Pour moi, l'acteur principal de Hamlet, je mettrais Kenneth Branagh, si je prononce bien. Voilà, pour moi, c'est celui qui joue le mieux. Quand je vois Hamlet, même Hamlet transposé je crois à la fin du XVIIIe siècle, là. Ou quand je vois Henri II. Voilà, c'est une émotion, que ce soit en VO, parce qu'il faut le voir en VO, ou en version française. En VO, c'est tellement impressionnant. Oui. Tout comme vous, moi je vous ai toujours comparé, bien sûr comme tout le monde, à Gérard Philippe, et on vous a toujours comparé, moi, dès le début, dans les années 70, oui. Je vous comparais à... je vous voyais dans Molière comme un Shakespearien. Donc ma question, qu'est-ce que vous pensez de Shakespeare et d'Hamlet? Voilà, par rapport à Molière. C'est une question super intéressante. Je vais être bref parce que j'ai joué Hamlet dans la mise en scène de Terry Hans, qui était l'époux de Ludmilla Michael et le père de Marina Hans, qui est une actrice exceptionnelle. Et quand on a joué Hamlet avec une énorme troupe, c'était magnifique, Michel Aumont, Cazit, Christiana Realis, PSR, enfin, une troupe sublime, Guy Tréjean, couvert de récompenses, je me suis rendu compte que Hamlet, qui est la plus grande pièce de Shakespeare, pourquoi elle est la plus grande pièce de Shakespeare? Parce qu'Hamlet n'est pas un personnage de théâtre. Hamlet se parle à lui-même. Quand Harpagon vient, il parle « Au voleur, on m'a pris, l'assassin !» Il parle aux gens, il ne se parle pas à lui-même. Tartuffe ne se parle pas à lui-même. Alceste ne se parle pas à lui-même. Et le génie de Shakespeare avec Hamlet, c'est qu'en réalité, l'histoire, là encore, alors vraiment, excuse-moi, puisque je parle anglais, évidemment, et qu'avec Terry Hans, on a fait l'adaptation extraordinaire qu'il a faite, c'est que tout simplement, Hamlet, le prince Hamlet du Danemark, son roi, c'est le père, sa mère, Gertrude, est donc l'épouse, et elle est la reine, et elle va faire avec Claudius un complot, et Claudius va tuer le père qui s'appelle aussi Hamlet et va donc devenir le roi du royaume avec sa mère. Pourquoi il peut faire ça? Parce que pendant ce temps-là, Hamlet est parti du Danemark, et il est parti où? Il est parti pour faire des études religieuses. Il est parti pas pour être soldat, il est parti pour être dans la religion. Et quand il revient, il est tellement écœuré
de ce qu'il a vu et de ce qu'il a appris, qu'il n'y croit plus. C'est un prêtre qui tout d'un coup, parce que son père apparaît en fantôme et qui lui dit « venge-moi », il va devoir devenir un assassin, il va devoir devenir un criminel, il va devenir un vengeur. Mais c'est un prêtre. Or, qu'est-ce qu'un prêtre? C'est quelqu'un qui se parle. Je t'entends pas Dieu. Il n'entendra jamais Dieu. Hein. Il se parle à lui-même. Parce que Dieu, il est là-dedans. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et effectivement, le rôle d'Hamlet, c'est un rôle que tu emportes avec toi pour le restant de ta vie. Parce qu'en jouant ce rôle-là, je ne sais pas si je dois dire ça, tu ne supportes plus de jouer dans la vie. Non. Écoute. On va être clair, quelqu'un qui est malade est en face de toi, tu ne vas pas lui dire « Putain, la gueule, quelqu'un qui est malade », donc tu vas mentir. Quelqu'un est complètement dernier de moyen, ça va, tout va bien, viens, tu vas mentir. Tu es dans un restaurant, tu bouffes un truc de merde, ça va, ça vous plaît? Oui, super, merci. Tu mens, tu passes ta vie à mentir, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans le bouquin, c'est que le verbe mentir, il existe, je mens, tu mens, il ment, nous mentons, il n'y a pas de verbe vérité. Attends, j'ai pas entendu. Il n'y a pas le verbe vérité en français. Alors, veux-tu m'expliquer pourquoi il y a le verbe mentir et qu'il n'y a pas le verbe vérité? Je vérite, tu vérites, nous véritons, nous vérité, et tu te fous de la gueule de qui? Pourquoi il n'y a pas le verbe vérité? Mais je plaisante pas. Pourquoi il n'y a pas le verbe vérité? C'est le seul verbe qu'il n'y a pas. Parce que tout le monde est menteur. Et que les gens se sont dit, on utilisera si peu, c'est pas la peine de le faire. Non, mais moi je dis la vérité. Hein. Ah non, moi je dis la vérité, mais c'est la vérité. Je dis la vérité. Ah oui, c'est-à-dire que c'était comme si c'était une chose, et tu dis pas je vérifie. Or, ça n'existe dans aucun autre cas. Non mais je ne déconne pas, ça existe dans aucun autre cas. Et l'extraordinaire, justement, de Shakespeare et de Hamlet, c'est la différence avec Molière, qui parle de la famille, du peuple, de notre vie, et qui la met sur scène. La différence, c'est que Shakespeare, lui, il est sur scène, son héros, et il y a les rois, il y a les empereurs, il y a tous les dieux. Il se parle à lui-même. C'est pas Ophélie qui parle, c'est pas sa mère, c'est pas Claudius, il se parle à lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Il se dit être ou pas être. C'est la question. C'est la question. S'il y a un monde là-bas, comme on m'a dit là, dans les études religieuses, il y a le paradis, il y a l'enfer, le salaud, mais il y a le paradis, il y a le paradis, il y a le paradis. Donc s'il y a le paradis, où enfin les salauds sont en bas, il y a que des gens bien là-haut. Ah ouais, ils peuvent vivre ensemble, les gens, j'adore ça. Alors retrouvez très bien, les salauds, mais qu'ils soient unis. Alors, si ça existe, bon ben d'accord, que dans la vie, tu aies un cancer à 15 ans, qu'il y ait la guerre, que tu te retrouves dans des trucs bombardés, que tu n'aies pas un rond, que tu crèves la dalle et tout, où est le problème? Meurs, là-haut ça sera formidable, où est le problème? Et ce mec-là dit non. Non, il n'y a rien. Donc on va régler les comptes maintenant. C'est extraordinaire de dire ça. Au XVIe siècle, il ose dire ça. Tu crois que dans certains pays, il y a un mec, et c'est extraordinaire. Le courage de ce type. Vous savez qu'à part Shakespeare, beaucoup d'auteurs britanniques ont été assassinés à la sortie des auberges, tués, poignardés, on n'en parle plus. Et lui, il aurait été tué bien avant qu'il soit empoisonné à 51 ans, si ce n'était pas la troupe du roi. C'est pas la troupe royale, c'est la troupe du roi. Ça veut dire qu'on ne peut rien contre la troupe du roi, parce que ça veut dire qu'il attaque le roi. C'est tout. C'est ce qu'il a sauvé pendant des années. Et puis le roi, elle a trahi à la fin avec lui. Alors la question que vous vous posez dans les livres, dans les dictionnaires amoureux de Molière, être ou ne pas être Molière? C'est exactement le sens de metteur en scène. Un acteur, tu lui fais travailler n'importe quel auteur, à part celui-là, mais vraiment, n'importe quel auteur, c'est le patinage.
Tu fais ça, tu dis le texte, tu sauves, tu fais, t'es là, c'est ici et maintenant. Vas-y, et fais, et tes Figaro, et tes Cyrano, et tes... Il n'y a aucun problème, et tes Feydeau, et tes Schmitt, et tes Reza, il n'y a pas de problème. Lui là, ce mec-là, le problème, être ou pas être Molière, c'est que c'est un mec qui prend le métro, et il a un noyau qui commence là. Il a un noyau qui commence là. Et le métro, il se fait attendre. Putain, quand est-ce qu'elle va commencer cette pièce? Putain, ça y est, ça commence. Ah, ça commence. Non, ça ne plaît pas. Non, et le mec, il a quelque chose là, mais il va le transporter pendant toute la pièce. C'est-à-dire que c'est pas du tout du patinage. C'est des gens, il y a d'autres personnages, et on ne voit que lui. On voit que Jourdain, on voit que Harpagon, on voit que Donjon, on voit que Alceste. Et donc ça veut dire que le travail de répétition avec les comédiens qui jouent du Molière, ça va. C'est hors de question, tu ne montes pas sur scène. Mets-toi debout là, contre le mur. C'est quoi que tu as fait cette semaine? Ça fait quoi? Il y a quelqu'un avec qui tu t'es engueulé. Et quand tu trouves ce qui peut être le noyau de ton acteur, ton noyau c'est rien à foutre de rien. Là c'est très bien. Enfin, je trouve ça là-dessus. Qu'avez-vous? Et encore, dites-moi, quelle mise en ligne? Vas-y, on entend moins les gens sont fâchés. Ah oui, c'est ça. Dans vos grosses couches là, tu me comprends, mais quoi, enfin, je suis le des premiers. Ah non, je suis mauvais dans le bon, c'est très bien. Et tu joues tout filin, le mec, on n'a rien à branler. Voilà. C'est un salaud, on a rien à foutre. Au revoir. T'as un autre acteur, tu construis le rôle totalement différemment. C'est un hystérique qui va tout. Ah là là, c'est Fabrice, oh là là. Alors oui, alors c'est moi qui prends la scène. Alors ça va pas. Alors c'est tout à fait différent. Son maillot, c'est une espèce de feu d'artifice, ça s'arrête pas, ça. Calme-toi. Mais pourquoi me calmer? Mais c'est ça qui est le secret, et c'est ça qui est formidable dans ce métier. C'est que ça se passe soit avant, puis c'est fini après, hein, c'est fini. T'as bien préparé avant, c'est gagné. T'as mal préparé, c'est foutu. Et ou bien ça se passe au paraître, apprends même pas ton texte. Apprends même pas ton texte. Et il y a des metteurs en scène qui obligent l'acteur à pas apprendre le texte. Et là, tu fais du patinage. Alors ça, tu vas faire ça, là, tu sens ça, là, tu fais ça, là, mais voilà, c'est tout. Et bien, c'est ça la différence entre Mozart, Mahler, Beethoven, Wagner. C'est pas parce que c'est le même instrument que tu joues. Et c'est pas parce que c'est le même instrument que tu joues. Voilà. Et bien, va leur expliquer ça. Quand tu as des metteurs en scène qui disent bon, allez, on se met autour de la table, allons-y. Bon, alors vous comprenez la première scène. En fait, ce qui s'est passé. Allez, qu'est-ce que ça? Mais Francis, pourquoi tu t'en vas? Oh oh! Il change ce mec, mais pour qui il se prend? Voilà. Donc c'est l'heure de se mettre autour de la table pour signer. On va se mettre autour de la table aussi. Merci beaucoup Francis, merci beaucoup. Merci. Voilà. Ok, alors j'ai mon stylo, c'est parti. Merci. Bien sûr. Voilà.
ça. Voilà. Ouais. Tout le monde. Ouais, c'est nickel. Ouais, fais-moi un sourire quand même. Dis-moi que tu veux depuis 40 ans. Bah oui. Là, un tout petit peu la tête, oui. Pas trop, pas trop. Voilà. Ce côté-là, ouais. Voilà, ça. Merci beaucoup. Je t'en remercie. Merci beaucoup. Alors, dis-moi. Oui, à quel prénom? Ceci, non, parce que pas assez D'accord. Oh là, oui. Oui, c'est bien. Vous avez déjà vu au théâtre à Lyon à l'époque? Voilà, Marcus. Celui-là et là aussi. Pour Aurélie. Non, mais où est-ce qu'il se passe vite de bouquet? Merci beaucoup. Voilà. Tu veux? Non, c'est vrai. Ah oui, quelqu'un. Non, parce que j'ai trop de trucs à faire. Voilà. Et là. Voilà. La dernière, Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Oui. À quel prénom? Robin. Vous venez bien également. J'étais au conseil. Oh oui, alors c'était mon patron. Moi j'ai beaucoup de choses à vous demander parce que vous êtes un de mes idoles. Je suis une manière du théâtre. Voilà, c'est un moment d'émotion. Et une scène, Bien sûr. j'ai joué une scène au conseil. Oh, c'était génial. Vous aurez aussi pour ma mère et ma soeur aussi. Vous êtes là aussi. C'est chez d'œuvre. Voilà, c'est Jaquette de mon CV. Alors, au nom de ma mère et de ma soeur, je m'appelle. Alors c'est pour moi. Alors, je peux vous appeler Francis? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, moi c'est Arlette. Annette. Arlette. Ah, Arlette. Dont mon père a joué avec vous dans Les uns et les autres. Il était un des musiciens de l'orchestre Padoue. Ah, d'accord. Alexandre. Oh, dis donc, on l'a vu. On est l'autre- dans la famille de Karine. On l'a vu celui-là aussi pour Arlette? Oui. Oui. Oh, on l'a vu Et avec puis, Claude. moi j'étais votre photographe, votre développeuse. Bah oui. Votre, comment on appelait ça C'est votre fille qui est Oh, je sais même votre plus le terme. sœur Bah qui oui. venait se faire La petite développer. Mumu. Voilà. Oh, mais je l'ai mis pour Arlette aussi, celui-là. C'est pas grave. Et D'accord. ça c'est pour Christelle. Alors vous l'écrivez comme Oui, vous voulez. Hein. d'accord. Vous Avec faites comme vous voulez. Tu vas avec un gars? Oh oui, K-Y. Allez hop. Et oui, moi j'ai eu l'idée de faire C-H-R-I. Voilà. Excusez-moi. Je vais prendre les coordonnées avec ton attaché de presse. Votre attaché de presse. Tout à fait. On s'est vu voyons, au y a pas de théâtre. problème. On s'est vu au théâtre diras. du côté des Champs-Élysées, je sais plus. Il y a Christine longtemps. Ronaudy va te les donner. Voilà. Va voir. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre ange. Comment? Isabelle.